Au départ, le cinéma, c'est juste un spectacle. Rien de plus. Quand il apparaît à la fin du 19e siècle, personne ne le voit comme quelque chose de dangereux ni d'influent. C'est juste un nouveau divertissement. Des images qui bougent, un truc impressionnant pour l'époque, mais ça s'arrête là. Sauf que très vite, on se rend compte d'un détail important. Le cinéma ne fait pas que raconter des histoires, il provoque des réactions. Des gens qui ne se connaissent pas rient au même moment, ont peur au même moment et ressentent exactement la même chose devant le même film. Pour la première fois, il existe des médias capables de toucher des foules entières en même temps. Sans discours, sans débat, juste par l'émotion. À partir de là, le cinéma change de statut. Il n'est plus seulement là pour divertir. Il devient un outil capable d'influencer la manière dont les gens voient le monde, les événements et même le pouvoir. Et très vite, certains comprennent une chose. En contrôlant les images, on peut aussi orienter les foules. C'est à partir de ce moment-là que le cinéma commence à poser problème. Pour comprendre pourquoi le cinéma peut manipuler, il faut d'abord comprendre comment ton cerveau réagit aux images. Quand tu regardes un film, tu n'analyses pas chaque plan consciemment. Tu ne te dis pas « ok, là il y a un cadrage, là il y a un montage, là il y a une musique ». Ton cerveau, lui, traite l'image comme une expérience vécue. Les neurosciences l'ont montré. Une scène filmée active les mêmes zones de ton cerveau que lorsque tu vis une situation réelle. Et le cinéma, lui, contrôle absolument tout. Ce que tu vois, quand tu le vois, sous quel angle, avec quelle musique et pendant combien de temps. Le montage est une arme redoutable. En mettant deux images l'une à côté de l'autre, tu peux créer une idée qui n'existe même pas dans la réalité. Tu montres un visage inquiet, puis une foule, puis une musique un peu menaçante. Ton cerveau fait le lien tout seul. Le cinéma ne te dit jamais « aie peur ». Il te montre une situation où avoir peur devient logique. Et c'est pour ça qu'il est aussi efficace sur les foules, parce qu'il ne te demande jamais ton avis. Il te fait ressentir quelque chose avant même que tu aies le temps d'y réfléchir. Dans les années 1920 et 1930, le cinéma change complètement de statut. On ne le voit plus seulement comme un divertissement populaire ou un art expérimental. On commence à le prendre très au sérieux, comme quelque chose de potentiellement dangereux, ou au contraire, d'extrêmement utile, selon le point de vue. À cette époque, les régimes politiques font tous le même constat. Les discours politiques ont leurs limites. Un discours, ça demande de l'attention, ça demande de comprendre, et surtout, ça divise. Deux personnes peuvent écouter exactement le même discours, et pourtant, en tirer deux conclusions totalement opposées. Les images, elles, fonctionnent autrement. Elles ne demandent pas vraiment d'être comprises, elles demandent juste d'être vues. Quand une émotion est forte, spectaculaire, chargée d'émotions, elle ne laisse pas beaucoup de place à la discussion intérieure. Elle s'impose. Et ça, certains le comprennent très tôt. Notamment Adolf Hitler. Hitler n'est pas seulement un orateur. C'est aussi quelqu'un fasciné par la mise en scène, par le théâtre et par l'impact visuel. Et il sait une chose, les mots peuvent convaincre certains, mais les images peuvent impressionner tout le monde. Dans l'Allemagne nazie, le cinéma devient alors un élément central de la propagande d'État. Mais attention, pas dans le sens où chaque film serait un discours politique déguisé. C'est justement l'inverse. Car dans l'Allemagne des années 1930, aller au cinéma n'est pas seulement un loisir, c'est un rituel collectif. On y va en groupe, on y va souvent, et on y est exposé encore et encore aux mêmes symboles, aux mêmes images de puissance, aux mêmes foules enthousiastes. Et c'est là que le génie et le danger du système apparaît. Le cinéma ne sert pas à débattre, il sert à normaliser. À force de voir les mêmes images d'un pays fort, uni, discipliné, le spectateur finit par intégrer cette vision comme une évidence. Le cinéma devient alors un pilier du régime, non pas parce qu'il explique l'idéologie, mais parce qu'il la rend visuellement crédible. Et une idéologie qui semble crédible visuellement est déjà à moitié acceptée. Mais ce que le régime nazi va faire ensuite, c'est pousser cette logique encore plus loin. Il ne va pas seulement utiliser le cinéma pour informer ou rassurer, il va l'utiliser pour fasciner. Et c'est exactement là qu'apparaît une figure clé de l'histoire du cinéma. Pour le régime nazi, le cinéma ne doit surtout pas fonctionner comme un tract politique. Convaincre intellectuellement, c'est risqué. Parce que réfléchir, ça veut dire comparer. Et comparer, ça veut dire douter. Leur idée est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Fasciner. Si tu fascines quelqu'un, tu n'as plus besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Il ne cherche plus à comprendre. Il regarde, il ressent, et il accepte beaucoup plus facilement ce qu'on lui montre. C'est exactement pour ça que le régime confie cette mission à Leni Riefenstahl. Ce n'est pas une théoricienne politique, c'est une technicienne de l'image. Une perfectionniste obsédée par le mouvement, par les angles et par la mise en scène. Et elle comprend quelque chose de fondamental. Le cinéma n'est pas là pour dire la vérité,
il est là pour créer une impression de vérité. Dans le triomphe de la volonté, rien n'est laissé au hasard. Absolument rien. Les rassemblements de Nuremberg, par exemple, ne sont pas seulement des événements politiques. Ils sont pensés comme des décors de cinéma. Les foules sont placées avec une précision presque militaire, pour que filmées d'en haut, elles forment des lignes parfaites, des blocs symétriques et des formes qui donnent l'impression d'un peuple uni. Quand la caméra survole ces foules, on n'a plus l'impression de voir des individus. On voit une masse immense, ordonnée, presque infinie. Et inconsciemment, le message est clair. Ce régime est stable, organisé et inébranlable. La manière dont Hitler est filmé est tout aussi calculée. Il apparaît presque toujours en contre-plongée, visuellement plus grand que les autres et plus imposant. La caméra le regarde comme si on regardait une statue ou un monument. Souvent, il arrive seul, au milieu d'espaces gigantesques. Les plans sont larges, les décors écrasants, et lui, au centre, semble être la seule figure capable de remplir cet espace. Il n'est pas présenté comme un politicien, il est présenté comme une figure providentielle. Et l'anecdote la plus glaçante arrive dès le début du film. Les premières images, ce n'est ni un discours, ni un drapeau, ni une foule. C'est un avion qui descend lentement à travers les nuages. Symboliquement, Hitler arrive du ciel. Il ne vient pas d'un parti politique, il descend sur l'Allemagne comme une entité supérieure, presque divine. Le film ne l'explique jamais, il ne le dit jamais clairement, mais ton cerveau le ressent. C'est là que la manipulation est la plus forte. Parce que même si tu n'adhères pas au discours idéologique, même si tu es sceptique, ton corps réagit quand même aux images. Tu ressens de la puissance, de la stabilité, une impression de grandeur collective. Et pour le régime nazi, c'est exactement ça l'objectif. Pas que tu comprennes, pas que tu sois d'accord, mais que tu ressentes que ce pouvoir est inévitable, massif et déjà installé. À partir de là, la réflexion devient secondaire, parce qu'on ne débat pas avec ce qui nous dépasse visuellement. Et le cinéma, dans cette logique, devient une sorte de religion visuelle, une mise en scène permanente du pouvoir. Pas pour convaincre les esprits, mais pour capturer les émotions. En Union soviétique, la stratégie est totalement différente que celle de l'Allemagne nazie. Ici, le pouvoir ne cherche pas à créer une figure charismatique, presque divine. Au contraire, l'idée même du héros individuel pose problème. Ce que le régime veut construire, ce n'est pas un homme providentiel, c'est une idéologie collective. Quelque chose de plus abstrait, mais aussi plus durable. Et pour ça, le cinéma va devenir un véritable laboratoire. Très tôt, les cinéastes soviétiques comprennent que le vrai pouvoir du cinéma ne se situe pas dans l'image prise toute seule, mais dans la manière dont les images sont assemblées entre elles. Ils se rendent compte que simplement en changeant l'ordre des plans, ils peuvent modifier le sens même de ce que le spectateur perçoit. C'est comme ça qu'apparaît ce qu'on appelle aujourd'hui le montage idéologique. Le principe est en réalité très simple, presque innocent. Une image toute seule reste neutre. Mais si tu la fais suivre immédiatement d'une autre image, le cerveau va chercher immédiatement un lien entre les deux. Et ce lien, c'est le spectateur lui-même qui va le créer. Par exemple, un film peut montrer un ouvrier épuisé, couvert de sueur, puis enchaîner sur une machine gigantesque en mouvement, et terminer sur un drapeau soviétique qui flotte. À aucun moment le film ne dit « le sacrifice est nécessaire ». Il ne le formule jamais, mais le spectateur le comprend quand même. Il associe inconsciemment la fatigue individuelle à la puissance industrielle, puis à la nation. Le message devient presque évident. La souffrance personnelle a un sens, qu'elle sert quelque chose de plus grand. Et ce qui rend cette méthode encore plus efficace, c'est le contexte dans lequel les films sont projetés. Beaucoup d'entre eux sont diffusés dans des zones rurales, parfois très isolées, où une partie de la population ne sait pas lire. Dans ces endroits, le cinéma devient bien plus qu'un divertissement, il devient une source principale de représentation du monde. On n'explique pas l'idéologie avec des concepts compliqués, mais on la montre, avec des images simples, répétées et symboliques. Le drapeau, la machine, l'ouvrier, la foule, les mêmes symboles reviennent encore et encore, jusqu'à devenir familiers. Et ce qui est familier finit toujours par sembler normal. Là où la propagande nazie impressionne par le spectaculaire et la grandeur, la propagande soviétique agit presque en silence. Elle n'écrase pas le spectateur, elle l'accompagne doucement vers une interprétation du monde. Encore une fois, le cinéma ne cherche pas à convaincre avec des arguments, mais il suggère. Et c'est peut-être ça, la forme de manipulation la plus efficace. Parce que quand tu as l'impression d'avoir compris quelque chose par toi-même, tu ne te méfies plus. À partir de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma change vraiment de dimension. On n'est plus face à des régimes qui testent des choses dans leur coin. Là, tout le monde comprend une chose. Les images peuvent devenir une arme. Parce qu'une guerre comme ça ne se gagne pas seulement avec des tanks et des soldats. Ça se gagne aussi dans la tête des gens.
Il faut que la population tienne, qu'elle accepte les pertes et qu'elle comprenne pourquoi on se bat. Et aux États-Unis, Hollywood devient un acteur clé de cette bataille. Pas officiellement, pas avec des ordres écrits, mais avec une collaboration évidente. Les scénarios passent entre plusieurs mains, certaines scènes sont encouragées, d'autres sont évitées, et au final, on obtient des films qui racontent tous plus ou moins la même histoire. Les soldats y sont montrés comme des gars normaux, pas des super-héros. Des types qui ont peur, qui doutent, qui rigolent entre eux, mais qui finissent toujours par faire ce qu'il faut faire. Et forcément quand tu vois ça, tu t'identifies. En face, l'ennemi est rarement complexe. Il est simplifié, parfois ridiculisé, et même parfois rendu menaçant, mais toujours impersonnel. L'idée, ce n'est pas de comprendre l'autre camp, juste d'éviter toute empathie inutile. Et il y a un truc assez fou quand on y pense, c'est que certains films de l'époque sont clairement pensés pour préparer mentalement les jeunes Américains à l'idée peut-être qu'ils devront partir à la guerre. Pas en leur disant c'est génial, mais en leur montrant que c'est dur, oui, mais que ça a du sens. Le cinéma ne vend pas la guerre comme un jeu, il la vend comme une histoire qu'il faut accepter de toute façon. À partir de là, il devient un outil énorme de cohésion nationale. Après la guerre, plus personne ne veut entendre parler de propagande. Le mot est devenu toxique. Mais le cinéma, lui, n'a jamais perdu son pouvoir. Il a juste changé de visage. Hollywood ne dit plus aux gens quoi penser. Il ne leur explique plus le monde. Il leur explique simplement à quoi ressemble une vie normale. Dans les films, tu vois comment on vit, comment on réussit. Une belle maison, une carrière réussite, une histoire d'amour qui fonctionne. Et à force de voir toujours les mêmes modèles, tu finis par les intégrer sans même t'en rendre compte. Personne ne te dit « pense comme ça ». On te montre juste des personnages qui, eux, pensent comme ça, et ton cerveau fait le reste. Et c'est là que c'est très fort, parce que tu n'as jamais l'impression d'être influencé. Tu regardes un film, tu passes un bon moment, et tu repars avec des idées qui te semblent évidentes, presque normales. La manipulation moderne est là. Elle n'impose rien, elle rassure, elle installe doucement des repères. Et quand tu ne vois pas la manipulation, c'est souvent là qu'elle marche le mieux. Le cinéma n'est pas une conspiration géante. Personne ne se réunit dans une pièce sombre pour décider ce que tu dois penser. Mais le cinéma n'est jamais neutre non plus. Parce qu'un film, ce n'est pas seulement ce qu'il montre, c'est aussi ce qu'il choisit de montrer. Et surtout ce qu'il choisit de ne pas montrer. Chaque plan est un choix. Chaque montage oriente ton regard. Et chaque musique te pousse à ressentir une chose plutôt qu'une autre. Comprendre comment le cinéma a été utilisé pour manipuler les foules, ce n'est pas arrêter de regarder des films, ni s'en méfier en permanence. C'est juste apprendre à les regarder un peu différemment. Au fond, la vraie question quand tu regardes un film, ce n'est pas seulement de savoir s'il est bien fait ou mal fait, c'est de te demander ce qu'il te fait ressentir et pourquoi il te le fait ressentir. Et rien que se poser cette question-là, c'est déjà reprendre un peu le contrôle.